Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour ce énième webinaire pour évoquer une question brûlante qui traite encore bien sûr du territoire. Vous le savez, nous voulons traiter du territoire au singulier, considérant de notre point de vue de professionnel, de notaire, que toutes les questions de territoire sont les mêmes, que l'on vive à Paris ou dans une grande métropole, dans une ville moyenne, dans une capitale départementale ou un chef-lieu de sous-préfecture, dans un village ou dans nos campagnes. Ce sont les ratios et les priorités géographiques et des territoires et de ceux qui les occupent qui ne sont pas les mêmes. Vous en conviendrez, l'accès au numérique, à haut débit, à la fibre, le niveau de richesse ou le seuil de pauvreté, l'accès à l'enseignement, à la culture, aux moyens pour notre santé, la question du logement, du prix de l'immobilier, toutes ces questions concernent l'ensemble de notre territoire, mais dans des proportions différentes, bien sûr. Nous avons déjà abordé plusieurs de ces sujets, directement ou indirectement, en proposant des analyses et certaines réponses. L'agriculture urbaine, la revitalisation des cœurs de ville et des centres-bourgs, la question de droit international avec territoire et gens d'ici et d'ailleurs, l'aménagement commercial et toutes les nouvelles prescriptions en la matière. Vous trouverez ces synthèses de ces travaux sur le site de Territoire et Conscience. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'exode urbain, mythe ou réalité. Les médias se sont emparés du sujet. Combien d'articles de presse, d'émissions de télévision ont montré des exemples de citadins quittant les métropoles pour rejoindre les villages ou les campagnes, les plus reculés parfois, avec plus ou moins de bonheur, mais presque toujours avec une certaine fébrilité. Jean-Christophe Fromentin, dans ses ouvrages, nous prédit, si rien n'est fait, un avenir de citadins dans des métropoles hyper métropolisées, de plusieurs centaines de millions d'habitants à l'approche des années 2060. Il confirme dans son dernier ouvrage, Travailler où nous voulons vivre, vers une géographie de progrès, que nous pouvons inverser le sens de cette histoire. Le principe de concentration appartient à la vieille économie, nous dit-il. Les métropoles doivent conserver la fonction de pivot qu'ont toujours eu les villes, mais elles ne sont pas des fins en soi. Elles ne sont pas la forme la plus aboutie du progrès, mais une facilité dont les bases sont naturellement remises en cause par l'innovation. Déjà, la majorité de nos concitoyens préféraient vivre dans des petites villes ou à la campagne. Nous voyons apparaître des articles dans la presse pour un plaidoyer des villes moyennes, dans une revue comme Village, au singulier, elle aussi, avec l'exemple de Marion qui a quitté Paris pour vivre une nouvelle vie de boulangère dans la montagne, de Yolène et Nicolas qui se sont lancés dans l'élevage de brebis dans le Calvados, de Christine, ancienne comptable reconvertie dans la culture de figues bio dans le Gard, ou de cet ancien gendarme Bruno installé dans la Loire pour élever des chèvres. Les exemples sont multiples. Conséquences de la Covid, du confinement, du télétravail, du prix de l'immobilier dans les métropoles et plus généralement sans doute d'une prise de conscience pour une certaine qualité de vie. Toutes ces raisons auront-elles raison des hyperconcentrations urbaines? Rien n'est moins sûr, même si les mouvements sont observés. Il faudra aussi certainement que les volontés politiques et les stratégies économiques s'adaptent à la volonté d'une partie de nos concitoyens pour améliorer aussi l'accès à tous les territoires dans un sens et dans l'autre, depuis les campagnes vers les villes et vice-versa, pour revitaliser les cœurs de ville, de nos villes moyennes, de nos villages, en limitant l'artificialisation des sols, par exemple. Tout cela nécessite de réorienter le sens pris depuis quelques décennies à l'occupation du territoire. Alors, sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère de l'occupation de territoire? François Prost, responsable de l'activité immobilière auprès du Conseil supérieur du notariat, Séverine Amante, directrice des relations médias du groupe Se Loger, Daniel Juban, vice-présidente de Dijon Métropole, et Denis Pilato, rédacteur en chef du magazine Néo-Ruraux, vont nous apporter des réponses. Sous l'animation d'Emard Germay, délégué général de notre think tank Territoire et Conscience, à qui je cède immédiatement la parole. Merci. Merci Philippe pour ces propos introductifs. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce moment d'échange et d'interaction aussi.
sur ce thème de l'exode urbain. Nous aurons 1h30 ensemble à passer. Je vous présenterai dans quelques instants les 4 intervenants et vous aurez à la fin des différentes interventions, enfin à la fin de l'ensemble des interventions, un temps aussi pour poser vos questions. Donc vous pouvez d'ores et déjà les noter au fur et à mesure et utiliser le chat pour nous les communiquer et je les relayerai aux différents intervenants. Quelques mots en complément de ce que vous a dit Philippe Lavex sur le sujet que nous allons aborder aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Et puis, bien sûr, je céderai la parole à nos différents intervenants, puisque c'est bien là l'essentiel. En 1947, Jean-François Gravier est le premier à décrire dans un célèbre ouvrage qui s'appelle « Paris et le désert français » un mouvement profond d'exode rural et d'hypertrophie de la région parisienne. Les 30 Glorieuses ont illustré ce grand déplacement avec notamment la construction justement de ces grands ensembles et des villes nouvelles. Depuis les années 90, on parle d'une métropolisation inéluctable, dont a parlé d'ailleurs Philippe Lavex il y a quelques instants, comme si au fond, le reste du territoire était effectivement devenu un désert. Et si le temps était venu pour la revanche des villes de province et des territoires ruraux, entre les aspirations à une vie nouvelle, plus proche de la nature, avec moins de bruit, de pollution, de stress, et le coût très élevé de l'immobilier dans les métropoles et notamment à Paris, les Français n'hésitent plus à regarder ailleurs, confortés en cela par les facilités offertes par le télétravail. Et ce mouvement semble avoir été amplifié par la crise sanitaire. Alors peut-on réellement parler d'exode urbain, comme le disent un certain nombre de journaux ou de médias? S'agit-il d'un phénomène ponctuel ou d'un mouvement de fond amené à perdurer et à transformer finalement en profondeur la physionomie du territoire français? C'est le sujet qu'a choisi le think tank Territoire et Conscience pour ce nouveau webinaire, pour finalement aller plus loin ensemble et approcher la vérité qui se cache derrière les mots et les publicités qui fleurissent, notamment en ce moment dans le métro parisien. Paris, je te quitte, c'est une plateforme qui existe sur Internet et c'est aussi un mot, un slogan qu'on entend beaucoup. Est-ce un effet de mode, une tendance de fond? Nous en parlerons donc dans quelques instants avec nos 4 intervenants que je commence par remercier pour leur présence et leur mobilisation sur ce temps d'échange. J'en profite également pour remercier le groupe Monacier qui a mis à disposition cette plateforme de webinaire et qui nous permet donc de mener dans d'excellentes conditions ce webinaire consacré à l'exode urbain. Je vous présente donc nos 4 intervenants. Danielle Juban, vice-présidente de Dijon Métropole, déléguée au développement économique et à l'attractivité. Danielle témoignera de ce qu'elle observe en tant qu'élue sur le terrain au niveau des entreprises et des familles qui s'implantent sur le territoire dijonnais. Elle nous expliquera les méthodes déployées par les collectivités et bien sûr par la sienne pour renforcer leur attractivité et accueillir dans les meilleures conditions ces nouveaux habitants. Denis Pilato, quant à lui, est rédacteur en chef de Néo Ruraux, un nouveau magazine dédié au changement de vie au vert, porteur d'inspiration, d'éclairage, mais aussi de solutions pour accompagner ces néo-ruraux. Il nous parlera de ces Français qui rêvent de quitter les grandes métropoles pour s'installer au vert. 100 000 citadins changent effectivement de vie chaque année, mais combien rêvent de le faire? Quelles sont leurs attentes, leurs motivations, leurs craintes, et aussi leurs difficultés? S'agit-il donc d'un phénomène conjoncturel ou plutôt structurel? Séverine Amat, de son côté, est directrice des relations médias et porte-parole du groupe Se Loger. Elle est en quelque sorte aux premières loges pour observer ce phénomène. Avec 60 millions de visites par an, Se Loger est en effet le groupe leader spécialiste des portails immobiliers en France. Et elle nous présentera le résultat d'une étude qui vient d'être menée auprès de 2600 porteurs de projets. Elle nous fera part des tendances observées également au travers des différents sites gérés par seloger.com. Et tout naturellement, nous finirons cette table ronde avec François Prost, comme tous les porteurs de projets. François Prost est responsable de l'activité immobilière auprès du Conseil supérieur du notariat et il nous détaillera les mouvements observés sur le terrain par les notaires en 2020 et au premier trimestre 2021. Ces chiffres sont le reflet finalement de cette traduction et des aspirations à une vie nouvelle. Et cette traduction, c'est bien sûr l'acte d'achat immobilier qui passe par les offices notariaux qui sont donc bien placés pour nous dire
ce qu'ils ressentent et qu'ils le notent sur le terrain. Il nous dira donc si la province porte la dynamique actuelle de transaction. À nouveau, un grand merci à vous quatre d'être présents à nos côtés pour éclairer ce sujet passionnant et nous donner bien sûr les clés pour comprendre. Et je vous propose de démarrer avec Daniel Juban, vice-président de Dijon Métropole, délégué au développement économique et à l'attractivité. Daniel, vous avez la parole. Bonjour, merci Marc, bonjour à tous. Alors, je vais évidemment vous parler de Dijon, vous dire que représente Dijon et comment nous essayons d'attirer des entreprises et aussi des nouveaux habitants. Alors, il y a quelques années, Dijon était surnommée la Belle Endormie. Alors, elle n'a pas été réveillée par un prince charmant, mais par une réelle volonté politique du président Rebsamen et de ses équipes. Donc, Dijon est championne incontestée de la qualité de vie. Dijon Métropole s'est distinguée cette année encore par une première place pour sa qualité de vie selon le baromètre d'Arthur Lloyd. Bon, nous sommes une petite métropole, hein, puisque dans les métropoles comprises entre 200 et 500 000 habitants. Selon la plateforme berlinoise de déménagement Movinga, sur les 15 métropoles françaises étudiées, Dijon est la métropole où il coûte le moins cher de s'installer. Le coût de loyer aussi est de moins 61% par rapport à Paris et le prix au mètre carré de 79% de moins qu'à Paris. Alors, qu'est-ce qu'il faut que nous disent les personnes ou les entreprises qui viennent s'installer ? Il faut un endroit, il faut de l'accessibilité et de la mobilité. Donc, Dijon Métropole bénéficie d'une situation idéale au cœur du triangle, je dirais Paris, Lyon, Strasbourg, et une gare TGV qui est à 1h30 de Paris, avec une quinzaine de liaisons au quotidien. Ce qui est important aussi, Dijon est une ville que l'on peut parcourir à pied. Il y a plus de 60% de la voirie piétonne au centre-ville qui a été donc créée entre 2011 et 2019. Et par ailleurs, nous avons également 27% de linéaires de voirie dédiés au vélo, ce qui fait 316 km d'aménagement cyclable. Alors tout ça, je dirais, ce sont un peu des prérequis. Et un réseau de tram tout à fait performant pour se déplacer. En un mot, Dijon, c'est quoi la proximité ? Dijon est la ville où l'on perd le moins de temps dans les embouteillages. Alors, 17 minutes, m'a-t-on dit, par rapport à Paris ou Lyon, qui sont autour de 40 minutes. Voilà, nos nouveaux habitants, ce qu'ils veulent aussi, c'est une métropole aux portes de la nature. Ça, c'est important. Donc, nous sommes aux portes de l'Auxois. Pour faire valoir le droit à la déconnexion, voilà, on peut y aller faire du VTT. Nous sommes très proches du Jura, donc qualité de vie. Une métropole également écologique, puisque ça, c'est un aspect important. Référence écologique de Dijon Métropole, et nous avons depuis 2011 une politique, une stratégie exemplaire contre le changement climatique, sur notamment la qualité de l'air. Ce qui ressort des études que nous avons, pourquoi un cadre de vie aussi important. On a 20% du territoire composé de forêts, 250 parcs et jardins. Également une dynamique de la croissance verte dans l'éco-innovation avec des projets hydrogène et également 120 km de réseau de chaleur. Tout ça, c'est important. Et actuellement, nous avons une quinzaine d'écoquartiers construits ou en cours de construction. Ce travail a été salué par une place de finaliste en 2020 au concours Capitale verte européenne. Nous avons été classés second devant Grenoble, donc nous avons encore une marche de progrès. Et aussi, bien sûr, si je dis la Bourgogne et qui se conjugue aussi au masculin le Bourgogne, vous aurez compris également que c'est important, une capitale de la gastronomie et des grands vins de Bourgogne. Un patrimoine également exceptionnel et une vie culturelle intense, de reconnaissance UNESCO, repas gastronomique des Français,
hein, bientôt valorisé au sein de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, qui ouvrira au printemps 2022. Et nous avons également mis en place au niveau de la métropole une reconquête du vignoble sur Dijon. Et à terme, à Dijon, nous aurons également 300 hectares de vignes et une reconnaissance INAO. On espère avoir l'appellation Côte de Dijon. Également sur le label Ville et Histoire, c'est très important avec tous ces édifices, pardonnez-moi, remarquables. Nous avons donc des filières, 4 filières d'excellence. Hein. Comme je l'ai dit, nous sommes une petite métropole, enfin plutôt une métropole intermédiaire. Et donc 4 filières d'excellence. Une des filières d'excellence est le tourisme. Hein. Et donc, voilà, nous déployons un certain nombre d'actions pour accentuer justement notre attractivité. L'offre culturelle, je vous l'ai dit, elle est très importante. À noter que tous les musées sont gratuits à Dijon. Ça fait partie aussi de notre ADN. Le sport et les loisirs, à Dijon, l'accès au sport est sans limite. Avec l'immobilier maintenant, ce qui nous concerne, l'immobilier, malgré quelques hausses et quelques baisses, les prix de l'immobilier est relativement stable à Dijon. On peut facilement obtenir un appartement, que ce soit à la vente ou à la location. Ainsi, pour un appartement, la moyenne des prix est de 2 400 € au mètre carré et pour les maisons, 2 500 mètres carrés. Bien sûr, nous avons des biens qui sont un peu plus, voilà, moins accessibles, on veut dire haut de gamme, qui sont autour de 4 000 €, mais on est loin des prix parisiens. Le volume des transactions des appartements est en hausse chaque année et à peu près de 2300 appartements vendus en 2019 selon mes statistiques. Nous avons également, et ça c'est important pour les familles, un pôle d'excellence de l'enseignement supérieur, donc avec 40 000 étudiants, 400 formations, et dans ces étudiants, il y a 2870 environ étudiants étrangers, 120 nationalités qui sont représentées, une université de Bourgogne performante, avec classée donc selon le classement de Shanghai, mais également avec une trentaine d'unités de recherche labellisées, CNRS, INSERM ou INRA. Unique en France, et ça attire beaucoup les étudiants, c'est également le campus dijonnais, qui est le seul campus de l'Université de Bourgogne qui regroupe l'ensemble des écoles d'enseignement supérieur et des laboratoires de recherche. À noter également à Dijon, et ça c'est effectivement pour tous les parents soucieux de la qualité de l'enseignement pour les enfants, nous avons une offre très vaste de classes préparatoires, hein, donc dans différents lycées privés ou publics. Pour travailler à Dijon, donc je vous l'ai dit, nous avons donc 4 filières d'excellence. Le numérique, et avec un gros projet qui est On Dijon. C'est un projet de métropole intelligente et de smart city, et donc beaucoup d'entreprises nous rejoignent, des startups sur ce créneau-là. Sur la filière santé également, qui est importante, nous avons un projet majeur réadaptique avec le CHU de Dijon. C'est un bâtiment et tout un centre de soins de suite pour une rééducation intelligente. Sur la filière agro, nous avons un projet, qui est en cours évidemment, sur l'alimentation durable. C'est le projet de territoire d'innovation dans le cadre d'un programme d'investissement d'avenir de l'État. Et donc, avec, si vous voulez, ces 3 filières que je viens de vous citer, nous lançons des data challenges et nous avons un certain nombre d'entreprises qui nous rejoignent. Une nouvelle filière est apparue, l'hydrogène vert, et nous sommes fixés comme objectif de convertir l'hydrogène, l'ensemble de notre flotte de bus et de notre réseau de transport commun, ainsi que toutes nos bennes ménagères.
Alors, pour l'emploi, parce que je pense que c'est important aussi, nous avons des aides à la création d'emplois, nous avons des aides à la recherche d'emplois. Certaines personnes viennent à Dijon, n'ont pas d'emploi, mais nous avons un bras armé qui s'appelle Créative et qui fait partie de la métropole pour aider également à trouver de l'emploi. Donc, pourquoi les personnes ont choisi Dijon? Pour son accessibilité, je vous l'ai dit, pour ses filières d'excellence et également pour ses grands projets porteurs comme la Cité internationale de la gastronomie, les écoquartiers et un certain nombre d'aménagements, pour les entreprises, pour les aides publiques et privées à l'implantation d'entreprises, où nous travaillons de concert avec le réseau local et régional de développement économique, mais également nous mettons en rapport les différents acteurs. Donc nous avons un certain nombre de clusters et des acteurs impliqués pour développer et faire rayonner nos filières d'excellence. Je vous en ai déjà parlé. Nous avons également un processus de parcours résidentiel pour les entreprises. Voilà, on commence peut-être par un incubateur, l'hôtel d'entreprise, les immeubles de bureaux, et voilà. Et donc, ça, ce cheminement, nous le suivons et nous bénéficions d'un réseau d'éco-parcs d'activités tertiaires et industrielles sur notre territoire, et un certain nombre d'investisseurs et d'exploitants nous rejoignent. Je dirais, j'ai passé quelques dossiers la semaine dernière au Conseil métropolitain qui concernent par exemple le Crédit Agricole et toute sa filière Pacifica qui nous rejoignent. Nous avons également Euro-Information, Urgo, Eiffage Énergie, Patriarche, enfin, tout ça, ce sont des nouveaux venus, hormis Urgo, mais qui s'étend, qui était déjà sur notre territoire. Donc, je vous dirais que voilà, Dijon est une métropole où il fait bien vivre. C'est une métropole, et c'est important, à taille humaine, qui se doit d'être agile et réactive. Ça, c'est important, ça fait partie de nos valeurs. Donc, nous sommes à l'est, hein, nous sommes à l'est, mais notez quand même que nous avons 60% selon Météo France de soleil en plus qu'à Paris. Donc voilà, c'est aussi un petit clin d'œil. Bon, nous avons compris, vous avez compris, nous sommes tous disposés à vous accueillir, à recevoir vos partenaires, et moi, personnellement, je suis à votre entière disposition. Merci Daniel d'avoir ensoleillé notre début de matinée et de nous avoir aussi bien vendu Dijon. Ce que je vous propose, j'ai vu qu'il y avait une question, mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on les garde pour la fin, mais vous pouvez d'ores et déjà, hein, via le chat, enregistrer vos questions que je relayerai aux intervenants à la fin des différentes présentations. Et donc, je propose maintenant de passer la parole à Denis Pilato, qui va nous parler de ces Français qui non seulement rêvent, mais qui se lancent dans l'aventure et qui s'installent au vert. À vous, Denis. Oui, merci Aymar. Ce que je vous propose, c'est de partager là pendant ces quelques minutes en fait un portrait alors, sociologique ou en tout cas journalistique de qui sont ces candidats à l'exode urbain, qui sont ces fameux néo-ruraux dont on parle partout. Pourquoi ils partent, pourquoi ils quittent les villes, quelles sont leurs valeurs, et est-ce qu'ils ressemblent tous à ce sympathique jeune couple qu'on voit sur l'écran devant sa cabane au milieu des bois. Alors, quelques chiffres très rapides dans un premier temps. Alors, juste préciser quand même avant que je suis le rédacteur en chef de Néo-Ruraux, un tout nouveau magazine créé avec le groupe Reward, et dont l'objectif est justement d'observer ce phénomène, d'observer ces familles, de les accompagner, de leur donner des trucs, des tips, de montrer un peu des témoignages. Et puis, le magazine se veut à terme le news magazine un peu de ces nouvelles campagnes, de ces nouvelles ruralités, de cette nouvelle dynamique de la vie dans le monde rural. Alors, les chiffres dont je vous parlais, j'en ai quelques-uns rapidement. Un urbain sur deux voudrait quitter la ville, hein. Ils ne vont pas tous franchir le pas, mais enfin, clairement, ça veut dire qu'on n'est pas heureux. En tout cas, 50% des gens ne sont pas heureux dans des contextes de métropole et de grandes villes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre monte à 2 sur 3 chez les moins de 35 ans. Donc, c'est pas la néo-ruralité, c'est pas un réflexe de
de pré-retraités grincheux qui en a marre du bruit. C'est vraiment quelque chose qui touche les populations les plus jeunes, et on le voit dans les témoignages et dans les départs. 100 000 néo-ruraux chaque année, donc 100 000 qui franchissent le pas, hein, vous le rappeliez, et Marc tout à l'heure. On considère que les néo-ruraux en zone rurale représentent grosso modo 4 à 5% de la population française. Un chiffre, moi, un dernier chiffre qui me semble important, depuis 2012, Paris perd 11 000 habitants chaque année. Jusqu'à 2012, le solde était positif de 10-15 000 habitants par an. Depuis 2012, on en perd 11 000 chaque année. Et par exemple, on fait un article pour le prochain numéro sur les classes qu'on ferme à Paris, les classes, voire les écoles qu'on ferme à Paris, parce qu'on a souvent l'image du petit village avec, vous savez, ce panneau « Sauver notre école ». Eh bien, c'est une réalité aussi de la capitale parisienne. Quand on remplace les familles par des Airbnb, ben forcément, il y a moins besoin d'écoles. La question, c'est qui sont-ils ces néo-ruraux? C'est cette question que je vais essayer de répondre. Je voudrais juste faire un petit point conjoncturel, structurel pour évacuer la notion de crise sanitaire. Pour nous, les évadés du Covid, en quelque sorte, ils vont revenir. Hein. Il y a un phénomène d'élastique, ils vont revenir. Alors peut-être qu'ils repartiront, mais ils vont revenir parce que tout simplement, la néo-ruralité, ça ne s'improvise pas. Ça ne peut pas se faire sur un coup de tête, fût-ce lors d'une crise aussi importante que celle qu'on a connue. Parce que bon, ça touche aux professionnels, ça touche aux couples, ça touche à l'éducation des enfants, etc. Grosso modo, on sait qu'il faut 12 à 18 mois minimum pour préparer un projet néo-rural. Donc, on considère que voilà, ceux qui sont partis pour des raisons de crise sanitaire vont revenir, ce phénomène d'élastique, et puis peut-être que ça leur a donné des idées et qu'ils repartiront. Alors, qui part? Voilà, ce qu'il faut se demander, c'est qui part. Déjà, c'est pas, je dirais, les classes bourgeoises supérieures. Eux, ils ont les moyens de vivre la ville de manière tout à fait sereine. Ils sont dans des grands appartements, dans des quartiers résidentiels, ils prennent assez peu les transports en commun, etc. Et surtout, ils n'ont pas les référents psychologiques et même sociaux pour être un moteur au départ. Donc, eux, on ne les retrouve pas trop dans nos populations. De même que, pour d'autres raisons, ce ne sont pas les classes les plus populaires, ne serait-ce que parce qu'eux, ils ont déjà quitté la ville, hein, ils ont franchi les périphériques, ils sont installés dans les banlieues et ils vivent dans ces banlieues un peu assignés à résidence, selon l'expression qu'on emploie beaucoup en ce moment. En tous les cas, ils sont dans un système de contraintes avec des injonctions économiques, professionnelles, familiales, culturelles aussi. Donc, ils n'ont pas, eux non plus, ces moteurs de changement. Donc, vous l'avez compris, la néo-ruralité, ces départs, cet exode urbain, on le trouve surtout dans les classes moyennes. Et il y a deux portraits de candidats au départ qui sont très spécifiques et qu'on retrouve, nous, dans toutes nos études. D'abord, c'est les classes moyennes familiales. Voilà, vous avez un deuxième enfant, votre appartement de 65 mètres carrés ne vous suffit plus, vous rêvez de maison, vous rêvez de jardin, vous n'avez pas envie d'élever vos enfants à hauteur de pot d'échappement, vous avez un sentiment de ne pas les voir grandir, etc. Donc vous partez pour une meilleure qualité de vie, pour une meilleure harmonie. Cette petite famille là qui est représentée, elle est tout à fait réelle. Et le père de famille était caviste à Issy-les-Moulineaux. Donc, il avait un commerce qui était très prenant, un caviste, ça ouvre tard le soir, il y a des dégustations, etc. Il avait le sentiment de ne pas voir grandir ses enfants. Il avait le sentiment de perdre sa vie à la gagner, comme il nous l'a dit. Il avait à un certain moment le sentiment qu'il était à côté de sa vie. Aujourd'hui, donc, il est... je ne sais pas comment on dit, responsable du rayon vin et alcool dans un grand hypermarché. Donc, il nous dit clairement qu'il a fait des concessions sur le plan professionnel, mais il ne le regrette pas parce que ces concessions, il était prêt à les faire pour une meilleure qualité de vie. Ça, c'est le premier profil, c'est les familles. Et puis, le deuxième profil, on retrouve notre petit couple de tout à l'heure, ce sont les catégories intellectuelles aisées. Voilà. Donc, eux, ils vont rapporter une dimension un peu philosophique à leur départ. Ils vont nous parler de décroissance, ils vont nous parler de développement durable. Ils vont nous dire que le modèle de vie, le modèle de société dans les grandes villes, dans les métropoles, touche à ses limites et qu'il faut en changer. Et en même temps, ils peuvent se permettre de partir parce que souvent, ils sont indépendants, ils sont consultants, ils ont des professions qui leur permettent de travailler de manière assez souple et modulaire. Pourquoi ils ne partaient pas avant ? Parce qu'ils avaient peur de ne pas être là où ça se passe. Moi, j'emploie pas mal de journalistes qui sont eux-mêmes finalement néo-ruraux et qui me disent « Oui, mais avant, il ne fallait pas être loin des rédactions en chef, il fallait être à Paris. » Aujourd'hui, on s'aperçoit, il y a eu une bascule. On considère qu'il est possible de s'installer en zone rurale sans perdre ni sa légitimité,
ni son réseau professionnel, et on verra pourquoi. Donc ces classes, ces catégories intellectuelles aisées sont tout contents de partir et ils nous inondent depuis de leur feed Instagram magique et de leurs vidéos YouTube plus ou moins exemplaires pour nous montrer à quel point ils sont heureux. Bon, ils ont l'air de l'être et c'est tant mieux. Peut-être précisons un dernier point, c'est que dans tous ces candidats au départ, tous ne partent pas bien sûr pour des races campagnes. Peut-être qu'on en parlera après, c'est la revanche des villes moyennes, en tout cas des villes. Il y a beaucoup comment dirais-je, de néo-ruralité différentes et on s'aperçoit que les petites villes ont effectivement tous leurs atouts à jouer. Alors maintenant, peut-être une deuxième question, c'est pourquoi on part? Alors, pourquoi on part? Je dirais qu'il y a 3 raisons à cela. La première, c'est parce que c'est possible. C'est possible. Aujourd'hui, vous avez dans ce petit outil miniaturisé, Internet, intelligence artificielle, que sais-je, vous avez tout votre monde urbain d'une certaine façon. Parce qu'il n'y a pas un retour à la sauvagerie primitive. Quand on part en ruralité aujourd'hui, on essaye d'emporter la ville avec soi. Donc j'ai pris là 3 icônes qui expriment les 3 segments les plus importants, le travail, la consommation et les loisirs. Tout cela, vous l'avez avec vous. Et le télétravail notamment, la crise sanitaire a montré aux entreprises que finalement le télétravail posait la question d'une meilleure productivité, c'est-à-dire que demander à ces équipes de traverser tout Paris pour aller à un rendez-vous d'1 heure à la Défense et de revenir, c'est perdre une matinée pour l'entreprise, alors que effectivement une réunion en télétravail, c'est beaucoup plus efficace. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, que ce soit la consommation online, que ce soit les loisirs online, que ce soit le travail online, tout ça est en train de se développer à une condition, et c'est pour ça que c'est relativement récent, à une condition d'avoir une connexion. Et il y a un plan en France qui dit que d'ici 2022, il n'y aura plus de zone blanche, tous les Français devront être accessibles à une solution de haut débit, que ce soit satellitaire ou câble, etc. Moi, ma maison est dans un petit village de l'Auxois. Je peux vous dire qu'on attend ça avec impatience et je vois effectivement creuser des tranchées un peu partout et on nous annonce pour 2021 la fibre reliant toutes les maisons du village. Donc, s'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de néo-ruralité, on est bien d'accord. Donc, c'est pour ça que c'est un phénomène aussi un peu récent, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu une évolution technologique qui est en cours et qui est forte. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les grandes villes ont cessé d'être désirables. Tout ce qui était finalement les atouts de ces grandes villes, l'animation, le fait que ça bouge, l'offre commerciale, etc., c'est en train de se transformer en défaut dans le monde d'aujourd'hui. L'animation devient une forme de trop de monde, de violence, etc. Ça bouge sur le plan professionnel, oui, mais c'est du stress. Il y a une offre commerciale des boutiques, etc. Oui, mais enfin, c'est une agression, une sorte de vision un peu aliénante où tout est payant, etc. Et il y a effectivement un basculement du désir qui fait que ces grandes villes, finalement, ce qui faisait leur force devient leur faiblesse. Et nous, on nous cite beaucoup, par exemple, les embouteillages partout, à Marseille, à Lyon, à Toulouse, à Paris, bien sûr. Voilà, le temps devient insupportable, intolérable, peut-être parce que notre temps est plus compté que celui des générations qui nous ont précédées, avec les écrans, avec toutes nos sollicitations. Et donc, ça devient intolérable d'être bloqué 40 minutes dans une voiture ou dans un transport en commun. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est que les villes vont faire face au défi du changement climatique. Et là, c'est une image du fameux dôme de chaleur en ce moment sur le Canada. Mais il suffit d'avoir vécu une journée de canicule à Paris pour le savoir. Les villes ne sont pas adaptées à ce qui nous arrive en termes de changement climatique. Et la grande différence aujourd'hui, c'est le niveau d'information des gens qui, à mon avis, en tout cas d'une partie de la population, qui est, à mon avis, largement supérieur aux logiciels de pensée des pouvoirs publics et même des mairies, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes ont la certitude que la campagne est un refuge face à ce qui s'annonce, changement climatique et autres grandes crises. Et c'est pas, dans leur part, c'est des gens tout à fait cohérents, c'est pas du survivalisme, du collapsionnisme, etc. Non, en fait, ils ont l'impression de réagir en bon père de famille et de dire il faut partir parce que ça ne va pas être vivable. Donc ça, c'est le deuxième point.
Et puis, la troisième raison, on a vu effectivement le smartphone, on a vu les villes moins désirables, eh bien, la troisième raison, c'est celle-ci, c'est que nos valeurs changent. On a une aspiration à une vie plus harmonieuse, plus inspirante. On parle d'équilibre familial, d'équilibre personnel, d'équilibre professionnel. On parle de développement durable, de décroissance, etc. Ces valeurs-là, elles sont en train d'irriguer de manière très profonde la société, et on aurait tort de croire que ça ne concerne qu'une petite partie un peu éduquée de la population. Non, c'est un mouvement de fond. Tous les gens qu'on a rencontrés, y compris des familles installées en périphérie de villes moyennes, etc., dans une résidence pavillonnaire qui n'avait pas forcément un discours très militant, pourtant tous nous parlent d'harmonie de vie, d'équilibre et de développement durable. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Il y a un hebdomadaire, Le Point, pour ne pas le citer, qui a titré récemment sur ces Français qui ne veulent plus travailler. C'est une légende. Ces Français travaillent autant, si ce n'est plus, qu'avant, sauf qu'ils travaillent différemment. Et c'est peut-être d'ailleurs la faute même des entreprises qui ont beaucoup outsourcé. Beaucoup de gens nous disent j'étais en CDI dans telle grande entreprise, aujourd'hui je suis consultant et je suis consultant pour cette entreprise qui m'employait avant. Donc en fait, les entreprises ont viré des cadres qui se retrouvent aujourd'hui avec cette liberté d'avoir un mode de vie différent, d'avoir 2-3 clients, etc. Donc ne croyons pas que ce sont des Français qui ne veulent plus travailler. Bien au contraire, on s'aperçoit qu'ils ont créé des opportunités qui sont assez intéressantes. Simplement, ils veulent maîtriser leur travail. Ça fait partie des nouvelles valeurs de l'époque. On veut maîtriser son équilibre personnel-professionnel. Alors, une dernière point, puisque le temps arrive à sa fin, touche à sa fin, mais je voudrais les définir. Et je le fais, pardon si c'est caricatural, mais bon, c'est souvent dans les caricatures qu'on trouve des ferments de vérité. Je voudrais définir les néo-ruraux par rapport aux Gilets jaunes, hein, puisque les Gilets jaunes, c'est aussi un mouvement qui est né de la France périurbaine, mais aussi rurale. Pourquoi ils sont différents? On va comprendre ce que sont les néo-ruraux à travers ça. Les Gilets jaunes, ils voient les grandes villes en termes d'opposition, avec autant de ressentiment que de frustration. Enfin, la grande ville, c'est de là où vous arrivent les décisions qui s'imposent à vous, et c'est aussi là où on a envie d'aller, mais on nous empêche de circuler, etc. Donc, on se positionne par opposition à la métropole. Et en même temps, on se positionne par rapport à la métropole. J'habite à 1 heure de Lyon, j'habite à 1 heure de Paris. Alors que les néo-ruraux vont vous dire j'habite à Trifouiller les Plougastel, ou comme c'est mon cas à Mont-Saint-Jean, sans aucun problème, parce qu'ils n'ont pas cette frustration. Pourquoi? Parce qu'ils ne se positionnent pas contre la ville, puisqu'ils n'ont pas le sentiment de quitter la ville. Avec le smartphone, avec le télétravail, avec les abonnements qu'on peut avoir, etc., ils ont le sentiment d'avoir le meilleur des deux mondes. Et en fait, c'est quelque chose d'important, puisque en fait, eux, ils disent j'ai une vie plus inspirante, mais je suis à Paris, à Lyon, etc. Quand j'ai besoin d'y être, pour des raisons professionnelles, pour des raisons culturelles, etc., il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'esprit de revanche, ils n'ont pas ce sentiment de quitter la ville. Et c'est là où je voulais en venir. En fait, les néo-ruraux, ce sont des urbains à la campagne, en fait. Et c'est ça, finalement, leur force et leur équilibre. Et c'est ce qui permet de comprendre ce qui les anime, même si, effectivement, ce n'est pas toujours facile d'être un urbain à la campagne, je peux vous le dire par témoignage. Merci Denis, merci. D'abord, le timing est parfaitement tenu et c'était très intéressant parce que on a approché le phénomène de très près et des portraits et les raisons que vous avez apportées, je pense, vont permettre d'alimenter notre réflexion et nos débats qui suivront les interventions. Alors, on a avec vous approché un petit peu la personnalité de ces familles en fait qui quittent les grandes villes pour s'installer dans les villes moyennes ou à la campagne. Maintenant, on va rentrer dans la réalité des chiffres et essayer d'approcher au mieux le phénomène en termes de volume. Et je vais passer la parole à Séverine Amat qui va nous donner les résultats d'une étude et puis aussi, je dirais, son recul et les informations dont dispose ce loger sur ce phénomène pour essayer maintenant de l'approcher au plus près. À vous, Séverine. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ici. Merci à Daniel Juban. Elle nous a convaincus de vivre à Dijon, ça c'est clair. Et merci aussi à Denis Pilato. Vous avez très bien résumé effectivement le portrait robot et les valeurs de ces néo-ruraux.
on les perçoit mieux, c'est nettement plus clair. Alors effectivement, la crise sanitaire a modifié les mentalités et les perceptions des Français face aux projets immobiliers. Cela, nous, on le perçoit sur divers marchés, comme celui du tertiaire notamment, mais on est là aujourd'hui pour parler du secteur du résidentiel avant tout. Et sur le marché immobilier résidentiel, on observe que les attentes évoluent. On observe que les attentes évoluent, mais on observe aussi des phénomènes de migration entre régions qui semblent pointer le bout de leur nez. Alors, mythe ou réalité, c'est tout le sujet du débat aujourd'hui et nous allons tenter d'y répondre. Pour apporter des éléments d'éclairage, on s'intéressera, nous, de notre côté, dans un premier temps, à la psychologie. Se loger jauge régulièrement la psychologie des porteurs de projets, c'est-à-dire les intentions de ces personnes qui viennent sur le site de Se Loger et de Logikimo, qui déposent une alerte et qui attendent en contrepartie, par rapport à la critérisation du bien idéal, eh bien que nos plateformes, poussent un certain nombre de biens qui correspondent à leurs attentes. Donc cette étude sur la psychologie, on l'étudie et on la réalise depuis 8 ans maintenant avec OpinionWay, et on interroge tous les 4 mois plus de 2600 futurs acquéreurs qui ont un projet, une intention d'achat, de vente puis de rachat derrière, dans les 6 à 12 prochains mois. Alors la dernière enquête, elle date de mai, elle est toute récente, les chiffres n'ont même pas été communiqués. Pour tout vous dire, au sortir de ce think tank, nous allons réaliser un article et l'envoyer à l'ensemble des médias. Donc je vous invite, vous avez un peu la primeur des chiffres qui vont être dévoilés aujourd'hui. Il y en a beaucoup, je vais vous demander d'être attentif, je vais essayer d'être la plus lente possible, la plus explicite. Dans cette première partie, du coup, on va parler de psychologie et dans un second temps, nous nous intéresserons aussi aux actes des visiteurs qui viennent sur les sites de Se Loger et de Logikimo, parce qu'on est capable, c'est le fonds de commerce de nos plateformes, d'analyser les démarches de recherche, car on observe sur nos sites effectivement les demandes aussi de mise en relation. Donc on a la phase de recherche, de curiosité, et on a la phase aussi de lead, comme on appelle, c'est un terme technique, mais qui traduit ces demandes de mise en relation avec les professionnels du marché, soit pour avoir un peu plus d'informations sur le bien, soit pour prendre rendez-vous avec le professionnel et aller visiter ce dit bien. Alors, première partie, je vais vous expliquer un petit peu et vous traduire les résultats de l'enquête qui a été réalisée donc en mai dernier. On va aller dans l'esprit, dans la psychologie en fait, et dans la tête des futurs acquéreurs aujourd'hui. Ils sont 2600 à avoir répondu à l'enquête, une enquête qui a été réalisée du 18 au 31 mai dernier. Alors, que dit l'enquête? Tout d'abord, un rappel du contexte, mais ça, François Proust le précisera nettement mieux que moi. C'est un marché immobilier qui a été très résilient malgré la crise. Le volume des transactions a dépassé le million avec 1 80 000 transactions. Mais la crise sanitaire a modifié les mentalités et les perceptions des Français face au logement. Le fait d'être bien chez soi est devenu encore plus essentiel et a modelé ainsi les envies des futurs acquéreurs en termes de recherche immobilière. Mais attention, le télétravail et les confinements successifs ne sont pas nécessairement les déclencheurs de projets d'achat, exception faite des franciliens. En mai 2021, seulement 7% des acheteurs déclarent que c'est la période de confinement qui a déclenché la naissance de leur projet immobilier. À noter que ce chiffre monte à 13% chez les acquéreurs franciliens. Par ailleurs, d'une manière générale, seuls 2% des projets d'achat sont nés de la possibilité de bénéficier d'un temps de travail, d'un temps de télétravail plus précisément. Selon l'étude Se Loger sur la psychologie des futurs acquéreurs, ils sont désormais un peu plus nombreux à accepter de faire des concessions concernant la localisation de leurs biens. Ils sont 33% contre 30% en février 2020, donc il y a près d'un an de ça, plus d'un an. Ainsi, un acheteur sur 3 se dit prêt à revoir la localisation de son bien et cela reste vrai, que leur foyer soit concerné ou pas par le télétravail. La localisation est d'autant moins primordiale pour les jeunes, 38% des 18-34 ans sont prêts à faire des concessions sur le lieu et les primo-accédants. Les Français ont soif d'un espace extérieur, ça on l'a vu, on l'a lu, on l'a entendu. Il est incontestable que l'effet des confinements se fait sentir sur les futurs acquéreurs et notamment les habitants d'agglomérations parisiennes qui ont souffert du manque d'air et d'extérieur, je ne vous apprends rien. La présence d'un espace extérieur est un critère important pour 86% des futurs acquéreurs franciliens et pour 15%, la présence d'un extérieur compte plus qu'avant. Des envies de maisons de plus en plus marquées. Dans ce contexte, les maisons sont plus que jamais et ont plus que jamais le vent en poupe. Les recherches de maisons concernent 53% des projets d'achat, soit plus 4% par rapport à février.
tandis que les appartements ne sont recherchés que par un acquéreur sur 4, avec un retrait de moins 2 points par rapport à février dernier. La campagne et les campagnes poursuivent leur opération de séduction. Un futur acheteur sur 3 recherche un logement dans une petite ville de 2 000 à moins de 20 000 habitants, soit près de 3 fois plus qu'en mai 2020. Les zones rurales gagnent aussi de l'attractivité, on l'a vu et entendu avec Denis Pilato, effectivement. Désormais, 16% des porteurs de projets recherchent en zone rurale, soit 4 fois plus qu'en mai 2020. Et je voudrais préciser aussi sur la connexion, 35% des sondés chez nous déclarent entrer la connexion comme un critère d'éligibilité du bien. C'est-à-dire que ce nouveau critère est apparu, il n'apparaissait pas dans la critérisation et il est demandé par les personnes qui cherchent aujourd'hui pour 35% d'entre eux. Pour revenir à la ruralité, d'ailleurs, les franciliens qui recherchent leur résidence principale hors d'Île-de-France sont plus tentés par les campagnes puisqu'ils sont 56% à déclarer vouloir acheter en campagne. Par conséquent, les moyennes et grandes villes font moins rêver, respectivement 19% contre 28% en mai dernier, pour les villes de 20 000 à 60 000 habitants, 9% contre 15% pour les villes de 60 000 à 100 000 habitants. Mais les grandes agglomérations de 100 000 habitants ou plus intéressent toujours une même part de la population. Ils sont 16% contre 14% en mai dernier, exception faite de Paris, dont l'attractivité est au plus bas selon la perception des futurs acquéreurs, qui sont 4%, notez bien, contre 24% il y a un an. Cette baisse d'attractivité de Paris se confirme également dans une étude publiée par Cadre Emploi, qui révélait que près d'un cadre parisien sur 2 souhaite quitter la capitale. Le coût de la vie, les transports et les prix de l'immobilier poussent les franciliens à envisager une autre vie. Concernant les territoires qui intéressent les acquéreurs, selon notre étude de perception, on constate que les périodes de confinement ont rabattu les cartes. Premier constat, Paris, la capitale, semble avoir moins d'attrait pour les porteurs de projets. Qui sont ces profils? Ce profil qui est attiré par la capitale aujourd'hui, les moins de 35 ans, les CSP+, et les foyers concernés par le télétravail notamment. On voit, hein, Paris, on l'aime et on la quitte, ce sont souvent effectivement des jeunes cibles qui s'y installent pour travailler, bénéficier d'un premier tremplin, et puis après la quittent pour s'installer ailleurs quand ils fondent leur foyer. Deuxième constat, le Sud-Ouest attire également un peu moins les acquéreurs, ils sont 11% à déclarer vouloir s'y installer, moins 2 points par rapport à février 2020, ce qui profite à la région Nord-Ouest, qui attire aujourd'hui un quart des acquéreurs contre 19% en février dernier. Alors, qui sont ces gens qui s'intéressent au Nord-Ouest? Ils ont 50 ans et plus, ils recherchent des maisons principalement, ils sont en quête d'une résidence secondaire et le Nord-Est devient de son côté, maintient son attractivité avec 18% des projets d'achat. Une région, le Nord-Est, qui reste stable par rapport à l'avant-crise. Les CSP- sont particulièrement attirés par cette région, puisqu'ils sont 24% à déclarer vouloir s'y installer. Alors, toutefois, la capacité à retenir les habitants varie d'une région à l'autre. Il y a des régions qui conservent des acquéreurs fidèles. C'est notamment le cas du Nord-Ouest, puisque 94% des acquéreurs provenant du Nord-Ouest envisagent toujours d'acheter dans cette région. C'est le taux le plus haut constaté. Le Sud-Ouest vient derrière avec 93%, retenant là encore la quasi-totalité des habitants. Et puis, il y a l'Île-de-France, qui apparaît un peu comme la mal-aimée des franciliens, parce que près d'un francilien sur 5 aspire à acheter ailleurs. L'Île-de-France a donc plus de difficultés, elle a un taux de rétention de 82%. Les franciliens semblent effectivement moins attachés à leur région que les porteurs de projets des autres régions. Quitter les grandes villes pour des villes de 20 à 60 000 habitants, les franciliens se disent prêts, quitte à faire plus de trajets. Les différents confinements, en fait, les ont poussés à avoir envie de s'éloigner de la ville. C'est ce que révèle l'étude Se Loger sur la perception. Effectivement, leurs recherches se tournent en effet davantage vers des villes moyennes de 20 000 à 60 000 habitants. Et ils se montrent ouverts à devoir faire plus de routes pour se rendre à leur lieu de travail. 3 sur 10 est prêt à faire plus de 45 minutes pour aller travailler quand ils ne sont que 12% pour l'ensemble des porteurs de projets. La possibilité de télétravailler y est sans doute pour quelque chose, puisque les franciliens en recherche de résidence principale ont davantage la possibilité de travailler chez eux, 65% contre 5% pour l'ensemble des déclarants.
Alors, passons maintenant à la recherche, les demandes de mise en relation, parce que là, on a parlé de la psychologie. Maintenant, faut-il voir un petit peu quels sont les comportements de recherche, parce qu'entre l'envie et la possibilité de le faire, il y a souvent tout un monde. Alors, ce que l'on constate en termes d'analyse concernant les recherches, c'est qu'il y a une légère baisse du nombre de visites des franciliens cherchant un bien en Île-de-France, de l'ordre de 2%. Sur ce loger, le constat est qu'au second semestre 2020, les visites en provenance de l'Île-de-France recherchaient à 64% en Île-de-France. Alors, ils sont aujourd'hui 62,5%. Donc, il y a une baisse de 2%, ce qui peut paraître petite. Mais elle est là et elle semble du coup être prise en considération. Des franciliens de plus en plus curieux de regarder vers le Grand Est et les pays de la Loire notamment. À noter que les recherches des franciliens sont en progression dans diverses régions et notamment dans le Grand Est avec plus 17%. Mais attention, malgré cette forte hausse, les recherches dans le Grand Est ne représentent que 3,5% des recherches au global sur le site Se Loger. Donc, on voit effectivement que les régions qui attirent davantage les franciliens, c'est 1, le Grand Est avec 17%, 2, le Pays de la Loire avec 13%, 3, la Bretagne, l'Occitanie et la région PACA avec 9% pour ces 3 régions respectives. L'Île-de-France attire également moins les acquéreurs des autres régions, on l'a vu. Au global, si on regarde les visites, toutes provenances confondues sur le site Se Loger, et pas uniquement les recherches des franciliens, on constate que les recherches sur l'Île-de-France ont reculé de 5% entre les deux périodes, alors qu'elles ont augmenté par ailleurs. Alors, quelles sont ces régions qui attirent davantage les futurs acquéreurs français, et pas seulement les franciliens? Il y a en tête de liste le Pays de la Loire, grand gagnant des recherches avec plus 14%, avec des villes comme Nantes, Le Mans ou encore Angers. Puis en second plan, la Bretagne avec plus 9%, avec Rennes, Brest et Quimper notamment, dans le top 3 des recherches enregistrées sur le site. Le Grand Est, avec 9% aussi d'augmentation par rapport à N-1, avec Strasbourg, Reims, Nancy ou encore Mulhouse. Et puis la région PACA avec 6%, avec Marseille, Aix-en-Provence et Nice notamment. Alors là, on a vu la recherche, mais allons plus loin encore. Allons jusqu'à la mise en relation. Combien de ces internautes qui ont recherché ces régions phares entrent en relation avec les professionnels du marché que sont les agents immobiliers? On constate dans l'analyse réalisée qu'il y a une baisse du nombre de demandes de mise en relation en Île-de-France. On n'est pas forcément étonné. Et puis une forte demande de mise en relation sur la région PACA avec plus 58%. Si on s'intéresse de plus près maintenant aux demandes, donc de mise en relation, à savoir ces démarches volontaires que font les internautes d'être mis en relation avec les professionnels de l'immobilier via le site Se Loger, on constate que non seulement le nombre de recherches sur les territoires franciliens baisse, mais que cette baisse est légèrement plus marquée encore du côté des demandes de mise en relation. C'est-à-dire que les gens, non seulement ont moins d'appétence pour les recherches en Île-de-France, mais l'expriment encore plus avec un retrait du nombre de mises en relation avec les professionnels du marché. Alors, l'Île-de-France mal aimée, eh bien, c'est ce qu'on pourrait dire et c'est ce qu'on pourrait conclure. Cependant, il convient de nuancer que ces propos restent quand même à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que la majorité des recherches, à savoir 36%, et des demandes de mise en relation, à savoir 50%, sont quand même réalisées sur l'Île-de-France. En effet, sur Se Loger, plus d'une recherche sur 3 concerne des biens en Île-de-France et une demande de mise en relation sur 2 concerne aussi l'Île-de-France. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que l'Île-de-France demeure donc un poids lourd en matière de projets immobiliers, même si son attractivité est challengée depuis le début de la crise, mais aussi plus en amont, puisque nous, on l'avait jugé au travers des études préalables. Il y avait quand même un petit effritement et un petit désintérêt qui commençait déjà depuis les mouvements de grève et depuis les manifestations. Il y avait une espèce de lassitude qui était exprimée de la part des répondants à cette période-là. Inversement, les volumes de mise en contact, je vous le disais en introduction, sur des biens en région PACA ont augmenté de 58%. Cette hausse en forte région PACA, en effet, mais elle provient surtout donc des résidents de PACA, puisqu'on passe de 46% de demandes de mise en relation des gens qui vivent en région PACA à 64%. Donc on voit que cette région est émulsionnée d'abord par les résidents à proprement parler. À noter également... Il vous reste une minute, Séverine. Il vous reste une minute, s'il vous plaît. En Corse, j'ai fini, avec plus de 18%, en Bretagne et dans les pays de la Loire. Voilà. Désolé, alors je vous ai coupé au moment où vous atterrissiez. Non, mais c'est fini. Merci beaucoup, merci vraiment, parce que
Vous nous avez effectivement donné beaucoup de chiffres, mais ça permet quand même d'avoir une vue assez claire sur les phénomènes en cours. Certes, vous l'avez bien dit, hein, une désaffection de l'Île-de-France, et qui reste un moteur important, évidemment, sur ce marché. Alors maintenant, on va passer des recherches à l'acte d'achat, et je vais passer la parole à François Prost, qui justement va pouvoir nous dire finalement, au bout du compte, quels sont les mouvements en termes d'acquisition qui ont été concrétisés en 2020 et peut-être même en début 2021. À vous la parole en tout cas. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. On voit votre écran. Pour l'instant, oui, on voit votre fond d'écran, mais on ne voit pas de présentation. Ah, d'accord. Donc, vous ne voyez pas ce que je veux vous montrer, qui est ceci. Vous le voyez ou pas? Ça, on le voit, mais pas encore en format diaporama. On voit voilà. Les différentes. Voilà. Et là, on voit en mode présentation, donc on voit les. D'accord. Vous devriez voir vous seul. Attendez. Je vais essayer. Je m'excuse. Bon, après tout, ce sera pas si grave. Oui, sinon, vous pouvez laisser comme ça. Oui. Merci à tous. Merci aux intervenants précédents. Je crois que mon intervention va effectivement aisément compléter celle de Madame Amat. L'idée, c'est plutôt de vous montrer effectivement la réalité de ce qui a pu se passer au regard, enfin, et au travers des bases immobilières. Donc, j'avais intitulé un petit peu mon intervention changement de morphologie du marché immobilier. Voilà. Question, un petit peu exode, mythe ou réalité. Pour vous donner des éléments de contexte pour commencer, je vais commencer un petit peu voilà, par ce qu'avait dit Madame Amat sur la réalité des volumes à la fin du premier trimestre 2021. Donc effectivement, on est à 1 080 000 transactions, ce qui est proprement remarquable si on considère qu'on a encore, puisqu'on est sur un an glissant, les 2 périodes de confinement qui sont comptabilisées dans ces volumes. Donc, tout le mois d'avril, le mois de novembre, où il y a eu quelques transactions immobilières. Mais voilà, donc on est quand même sur une dynamique extrêmement forte, un marché extrêmement résilient. Il faut savoir que c'est un niveau record depuis 2000. Donc, on n'avait jamais atteint ces volumes depuis qu'on calcule les volumes d'ailleurs. On a constaté quand même que cette tendance, une tendance qui était déjà analysée au premier trimestre, c'est que si le nombre de transactions augmente, c'est plutôt au profit d'une nouvelle typologie de biens et vers des zones géographiques qui s'éloignent plutôt des grandes villes. Et on a constaté que le marché, donc déjà plus dynamique qu'en 2019, année déjà exceptionnelle, que c'était particulièrement vrai en province, plutôt que par exemple en Île-de-France où fin 2020 on était quand même à moins 12% en volume. Voilà, donc on compte généralement 150 000, 180 000 ventes en Île-de-France, moins 12% de volume. Donc on voit que c'est plutôt la province qui tracte actuellement les volumes. Pour vous faire un petit retour sur les prix, sur un an, la baisse des prix décélère légèrement à plus 5,9%, après 6,4% sur un an en 2019. Et c'est principalement dû à un ralentissement sur le marché des appartements. On avait plus 5% sur un an. On est à plus 5% pardon, sur un an, alors qu'on était à plus 6,3% au quatrième trimestre 2020. Et alors qu'en maison, la hausse est similaire à celle qui est enregistrée le trimestre précédent avec plus 6,6%. On sait que ces tendances nationales ne sont pas forcément révélatrices de la totalité de la réalité du marché, et notamment dans l'évolution et l'effet de balancier qui a été enclenché. Je me suis permis pour faire un petit de prendre les chiffres sur Dijon. Donc, on est à 10 640 € du mètre carré à Paris avec plus 1,7% sur un an. Donc, ce qui pour nous est plutôt un chiffre assez stable. Et on est à 2 310 € du mètre carré à Dijon. Alors, effectivement, je confirme ce que disait Madame Juban. C'est très, très loin des prix parisiens, mais on est quand même à plus 9,3% sur un an, ce qui démontre une dynamique totalement inverse par rapport notamment à Paris. Ce qu'on sait aussi, c'est que ces prix sont très certainement impactés justement par cet effet de balancier d'urbain
qui viendraient dans des villes un peu ce qu'on qualifie de moyennes, mais qui auraient aussi exporté avec eux une forme de pouvoir d'achat qui ne correspond pas forcément à celui des utilisateurs locaux et qui aurait un petit peu déséquilibré le marché à la hausse, ce que certains notaires qualifieraient de anormalement élevé et pas toujours justifié. Je vais vous partager maintenant une étude qu'on a réalisée dans le cadre d'un rapport produit par le député Jean-Noël Barrot, rapport sur le rebond économique territorial de la France. Donc, il nous a sollicité en fait pour voir si tout ce qu'on racontait sur ces mouvements de population des zones urbaines vers des zones moins urbanisées était réel. Donc, on a été chercher dans les bases immobilières qui nous permettent d'analyser spécifiquement ces tendances et notamment voilà, qui nous étaient quand même remontées par les notaires au plus près du terrain. Donc, on a cherché à vérifier. Donc, cette étude portait spécifiquement sur les transactions de maisons, parce qu'on percevait que, effectivement, c'est plutôt sur ce marché des maisons plutôt que sur celui des appartements qu'on analyserait une hausse ou pas du nombre d'acquéreurs. Alors, on a privilégié des départements avec des métropoles urbaines et une période de comparaison qui compare donc le second semestre 2019, enfin, le second semestre 2020, pardon, au second semestre 2019. L'idée étant de regarder ce qui s'est passé après la grosse période de confinement et donc plutôt sur le deuxième semestre, puisqu'on savait qu'au premier semestre, les transactions ont été arrêtées, c'était très compliqué, et voir s'il y avait vraiment un rebond post-confinement. Ce qu'on a pu voir, c'est que les Français ont davantage quitté leur département d'origine au second semestre 2020 qu'ils ne l'avaient fait au second semestre 2019. Au second semestre 2020, 26,7% des 194 867 mutations, c'est très précis, concernent des départs vers un autre département, contre 23,5% en 2019. Donc vous voyez, on a déjà une augmentation assez réelle. Entre le second semestre 2019 et le second semestre 2020, la part de départ d'habitants pour d'autres départements a augmenté en volume. Donc, vous le voyez dans le tableau, c'est plus 5 958 mutations de maisons pour 13% en volume et donc en proportion. Donc, ce qui nous fait quand même plus 3,2 points d'augmentation dans un environnement général sur ce marché spécifique des maisons anciennes où le nombre total de mutations était en baisse. Donc, on a une augmentation en volume et en proportion. Je vous précise aussi, parce que c'est quand même intéressant et ça rejoint un petit peu les interventions précédentes, c'est qu'on est juste en volume de transactions et ça ne prend pas en compte les populations qui se déplacent. C'est bien sûr, la transaction, c'est 1, le nombre de gens qui se déplacent dans la transaction, c'est toute la cellule familiale qui se déplace. Pour illustrer tout ça, je vais vous partager quelques cartes. Voilà. Ce sont les destinations des habitants d'Île-de-France qui ont quitté leur département. Donc, c'est toujours en comparaison deuxième semestre 2020 et deuxième semestre 2019. Et on a constaté que les départs des franciliens se faisaient d'abord vers des départements limitrophes, en augmentation notable dans l'Eure-et-Loire, l'Eure et Lyon, et plus largement, ce qui rejoint un petit peu ce que disait Madame Amat, avec une tendance haussière vers l'ouest et le nord de la France. Pour ce qui concerne les habitants du Rhône, on a constaté effectivement aussi une augmentation toujours dans des départements limitrophes, l'Isère, l'Ain et la Loire particulièrement. Et on a été regardé aussi sur Toulouse, où là, les Haut-Garonnais et les Toulousains ont moins tendance à quitter leur département, qui doit être charmant, même si on constate une légère tendance sur le Tarn et Garonne. Du coup, on a regardé aussi les proportions globales de flux entre les gens qui partaient de communes de plus de 3500 habitants vers des communes de moins de 3500 habitants. Et c'est particulièrement vrai ici, vous voyez, qu'on a une augmentation assez réelle du nombre de personnes qui sont parties d'une commune de plus de 3500 habitants pour aller vers une commune beaucoup plus petite, donc de moins de 3500 habitants. Donc, vous voyez,
dans tous ces chiffres, on constate quand même une forme de déport des gens vers soit des zones limitrophes, pas très éloignées quand même des métropoles urbaines, ce que nous on appelle un petit peu la déconnexion connectée. Voilà, avec ce mouvement général des urbains qui quitteraient pour des villes un peu plus petites. Voilà, certainement pour un cadre de vie meilleur, mais ça, je vous laisse juger. Je vais passer maintenant au marché immobilier des villes moyennes. Vous savez peut-être que le Conseil supérieur du notariat est partenaire du programme Action Cœur de Ville et qu'on sort un baromètre avec eux, donc qui permet de voir un petit peu la dynamique des villes moyennes sur un an. Donc là, on était à la deuxième édition, on avait sorti la première édition l'année dernière. Cette édition était un petit peu plus complexe, en tout cas plus que compliquée, puisque effectivement on comptait là-dedans les confinements et autres. Néanmoins, on peut le voir, c'est que on a remarqué une accélération du marché des villes bénéficiaires du programme, notamment en comparaison à la tendance nationale, où les chiffres moyens des villes moyennes sont en hausse. On a remarqué une continuité et une accélération du marché des villes bénéficiaires du programme national Action Cœur de Ville. Et entre 2018 et 2019, l'évolution des volumes de vente était de plus 23 320 ventes, appartements pour le coup et maisons anciennes comprises. Et elle était encore de plus 12 870 entre 2019 et 2020. Dans les villes centres du programme, l'augmentation était de plus 11 000 ventes entre 2018 et 2019. Et elle est toujours positive avec plus 4 000 ventes entre 2019 et 2020. En comparaison de la tendance nationale, où on avait plutôt une baisse des volumes de 4%, les chiffres moyens des villes moyennes sont en hausse. On a des villes qui surperforment, je crois, alors je l'ai plus exactement en tête, mais il me semble que Besançon a fait plus 110% en volume sur un an. Voilà. On a constaté énormément de villes, plus de la moitié des villes du programme, qui avaient une tendance largement haussière, voire qui surperformaient par rapport à la tendance nationale, ce qui montre bien que toutes ces villes moyennes ont largement participé au maintien des volumes au niveau national pour atteindre les 1 080 000. Il y a des chances qu'on soit encore sur cette dynamique d'ailleurs dans les mois à venir au-dessus du million. Voilà, donc derrière toutes ces données, on peut extrapoler le souhait d'une partie de la population de retrouver des territoires à taille humaine, avec un accès à la nature, tout en disposant de commodités propres aux villes. Donc ce qui a déjà été évoqué, connexion au reste du territoire, commerce, fibre optique, services publics, accès culturel. Voilà, donc je crois avoir fait assez vite, j'espère pas trop vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parfait, merci beaucoup Monsieur Prost pour ces chiffres qui effectivement permettent de corroborer les constats que l'ensemble des intervenants ont pu faire sur ces phénomènes en cours. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous relayer les questions, puisqu'on a un certain nombre de questions qui ont été transmises. Donc, je vais ouvrir voilà. Alors, attendez, j'accède aux questions. Alors, d'abord, j'ai deux questions a priori qui concernent la belle ville de Dijon qui a fait, sa publicité hein, au début avec Daniel. Voilà, est-ce que vous avez, Daniel, des éléments un peu chiffrés pour montrer le gain d'habitants, soit de la ville, soit de la ville? Mais comme je vous l'avais dit en préparation, moi je suis en charge de l'attractivité et surtout du développement économique. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que depuis des années, nous avons des soldes positifs en nombre d'habitants. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que nous avons de plus en plus de contacts avec des entreprises qui viennent, pour moi, c'est Paris,
Strasbourg et Lyon, puisque effectivement nous sommes au centre voilà, de ce triangle. Et moi, tous les contacts que j'ai, et ils se sont vraiment amplifiés. Mais comme pas mal d'intervenants l'ont dit, surtout pour une entreprise de plus, voilà, on ne se déplace pas comme ça. C'est des tractations qui sont longues. Voilà, nous allons sur les salons que chacun connaît, comme le BIPIM, le CIMI, vendre aussi nos territoires. Et certains ont parlé également de la plateforme Paris, je te quitte. Bien sûr, nous sommes aussi sur cette plateforme et nous recrutons, comme je vous dis, par nos filières. Puisque voilà, nous n'allons pas non plus accueillir, par exemple, des logisticiens. Nous avons un territoire défini et ciblé et nous tenons à notre qualité de vie. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Ok, merci. Merci Daniel. Alors, une question qui est posée par Monsieur Soutra du Courrier des Maires. Alors, je pense qu'elle ne s'adresse pas qu'à vous, Daniel. Je pense qu'on peut la poser un peu à tous les intervenants. Donc, soyez très rapide dans vos réponses, s'il vous plaît. Mais voilà, la question, c'est est-ce que vous vous retrouvez dans cette expression d'exode urbain ou est-elle circonscrite au déménagement des grandes villes vers les campagnes et non des métropoles et non vers les métropoles comme Dijon? Exactement. Enfin, la ville de Dijon, c'est 160 000 habitants. La métropole, c'est 260 000 habitants et simplement 23 communes. Je vous citerai, par exemple, nous avons des communes qui ont moins de 1000 habitants dans les 23 communes et Hauteville, à Huy, qui sont à côté, qui sont de l'ordre de 1200 habitants. Donc, vous voyez, nous sommes la métropole, mais la métropole de Dijon, mais avec autour de la métropole un certain nombre de petites villes. Donc, nous sommes une métropole qui est à la campagne et donc, nous mettons 15 minutes du centre-ville aux 4 points cardinaux de la métropole. Est-ce que les autres intervenants ont envie de rebondir sur cette question en fait de définition de ce qu'on entend par exode urbain, c'est-à-dire normalement exode urbain, je quitte la ville pour la campagne, mais finalement ce que vous avez tous décrit, c'est pas si clair que ça en fait. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Moi, je voudrais peut-être juste dire que, alors, bien sûr, c'est un terme un peu journalistique, exode urbain, il y a une forme d'exagération, mais en fait, il faut prendre en compte les passages à l'acte réel et aussi les envies et les frustrations. C'est-à-dire que voilà, il y a exode urbain à partir du moment où un habitant de métropole sur deux rêverait d'en partir, même s'il ne le fait pas. C'est pour ça que je trouve qu'on peut utiliser ce terme. Alors, pour ma part, je suis beaucoup plus mitigé sur le terme exode, mais là, c'est la réalité des chiffres. Voilà. Alors, effectivement, on constate un déplacement et je veux dire, oui, il y a des mouvements, des flux de population, mais je ne me permettrai pas d'utiliser le mot exode que je laisserai aux journalistes. Séverine, est-ce que vous souhaitez intervenir sur le sujet ou... Ah, votre micro est coupé. Merci. Oui, nous, chez Se Loger, on met en relation, hein, vous l'avez compris, on a étudié la perception, l'état d'esprit, et ensuite, on va aller et on va étudier jusqu'à la mise en relation. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est difficile d'évaluer concrètement si ce rêve d'ailleurs, en fait, se traduit dans les actes, même si on a des chiffres, hein, de la part de François Prost. Mais en fait, si on en croit aussi l'Observatoire de la mobilité professionnelle et géographique, qui calcule en fait les soldes migratoires, c'est-à-dire la différence entre le nombre de ménages qui entrent et ceux qui sortent, on observe quand même que les régions du Nord voient les ménages partir quand celles du Sud attirent de nouveaux habitants. Donc, alors si la tendance n'est pas nouvelle, on peut dire qu'elle a été accentuée en 2020, ça c'est sûr. Voilà. Merci à tous pour vos réponses. Moins une question qu'un commentaire, mais vous pourrez donc commenter le commentaire. Une personne qui nous dit que quand on parle d'exode urbain ou des gens qui quittent les métropoles, c'est un raisonnement qui concerne plutôt Paris, donc des gens de Paris qui quittent l'Île-de-France, mais aussi, c'est le commentaire qui est fait, des gens qui auraient peut-être il y a 15 ou 20 ans choisi de s'installer en région parisienne, mais qui aujourd'hui n'ont absolument pas envie d'y aller. Donc c'est ce double mouvement que souhaitait souligner ce participant. Donc je vous transmets son commentaire et si vous voulez rebondir dessus, n'hésitez pas.
C'est absolument vrai et je partage ce commentaire, mais c'est beaucoup plus difficile à analyser. Mais je suis persuadé aussi. Et alors, je préciserai que nous, après le premier numéro, on a une lectrice de Mulhouse qui nous a écrit en nous disant « Mais vous parlez que des Parisiens. Et en fait, des enfers urbains, c'est partout. Et même à Mulhouse, c'est un enfer urbain, je veux partir. » Donc, preuve que quelquefois… Oui, je crois qu'il faut, bon, on a parlé beaucoup, évidemment, parce que c'est un poids démographique très important, l'Île-de-France, et puis que vous avez montré quand même dans vos chiffres qu'il y avait, je dirais, une tendance, même si ce marché restait prépondérant. Mais effectivement, ça concerne d'autres grandes villes qui peuvent être affectées par ce système-là. Même dans des villes moyennes, moi j'ai été élu sur Bourges et dans le Cher, on voyait quand même un phénomène de gens qui quittaient le centre-ville pour aller s'installer dans les communes autour de Bourges, hein, voire un peu plus loin. Donc ce phénomène, il n'est pas que sur les métropoles et les très grandes villes. En tout cas, c'est un phénomène que j'ai pu observer. Alors, une autre question qui est posée par un auditeur, le télétravail est mis en valeur. Enfin, mis en valeur, on le cite comme effectivement une tendance très importante, hein, et qui explique beaucoup de ces réflexions actuelles. La question, c'est ne risque-t-il pas le télétravail de permettre de délocaliser les emplois dans des pays au coût de main-d'œuvre moins cher? Voilà la question. Alors là, on dépasse un petit peu notre question sur l'exode urbain, mais le fait que, évidemment, alors je crois qu'on n'a pas attendu ces phénomènes parce que vous avez des emplois qui ont été délocalisés avec des centres d'appel dans d'autres pays, hein, je crois qu'on a beaucoup parlé de ça, mais qu'on a plutôt vu une tendance au rapatriement de ces centres d'appel en France. Mais je ne sais pas si vous vouliez, on n'est pas tout à fait dans le sujet, mais si vous voulez rebondir sur ce commentaire, hein, je vous laisse la parole, bien évidemment. Moi, je ne sais pas si mon micro est tout. Bien sûr, allez-y, prenez la parole. Non, il y a une chose qui est certaine, c'est que les bassins d'emploi ne se déplaceront pas, c'est-à-dire que, ou tout du moins pas si facilement. Ils peuvent l'être, mais ce qu'on constate dans le sondage, souvenez-vous des chiffres, c'est que les personnes sont prêtes à partir, même à faire des trajets de 45 minutes, mais tout en étant conscients en fait que leur emploi ne bougera peut-être pas. Donc, moi, j'ai envie de dire que les bassins d'emploi aujourd'hui, c'est difficilement modulable. On ne changera pas tout d'un seul coup comme ça. C'est d'abord cette première fenêtre sur l'habitat, le logement qui s'ouvre avec des opportunités qui n'existaient pas ou qui existaient mais pour lesquelles on se mettait pas mal de barrières. C'est notamment le cas des journalistes qui se disaient « moi, je ne me délocalise pas parce que je veux être près de ma rédaction ». Voilà. Aujourd'hui, le champ des possibles s'ouvre. Avec ces possibilités de télétravailler ou pas, hein, parce qu'on ne va pas tous télétravailler, ce n'est pas ce qui est à l'ordre du jour. Hein. Loin de là, on pourrait, c'est une option offerte, mais le retour sur les lieux de travail est réel. Nous, au sein du groupe Se Loger, le siège est rue Ordener, on a 6000 m² de bureaux, près de plus de 600 personnes y sont présentes. Donc, il y a un appel au retour et peut-être une philosophie du flex office qui va être travaillée davantage, mais il n'est aucunement question de fermer des bureaux et de mettre l'ensemble des collaborateurs du groupe en télétravail. Donc, j'ai envie de dire que les bassins d'emploi ne se déplacent pas si facilement que ça. On sait où les gens savent où ils sont localisés et on est prêt à faire des concessions en termes d'éloignement pour habiter mieux, avoir plus d'espace, mais aujourd'hui, on est forcément contraint de rester en lien avec le monde du travail. Ça, c'est la réalité. Merci Séverine. Une question que je relais du député Monsieur Éric Alauzet, qui est député du Doubs, qui vous remercie tous pour ces informations, ces éléments chiffrés qui permettent d'approcher le phénomène. Il pose la question de savoir s'il ne faudrait pas apporter quelques nuances. Alors, on n'a pas forcément le temps de le faire, mais notamment en introduisant des critères supplémentaires. Il parle de typologie des logements, c'est-à-dire quel type de logement on quitte pour quel type d'autre, mais aussi peut-être un phénomène entre quartiers. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut parler de ça, peut-être Daniel? Oui, simplement, dans les constructions que l'on fait, hein, je parlais de la ville de Dijon, nous tenons compte également, je dirais, maintenant de la composition des familles, hein, voilà, qui divorcent. Et donc, nous avons une offre de logement qui s'adapte. Aussi, sur cette offre de logement, maintenant, nous
tous les nouveaux projets, on essaie effectivement d'avoir des balcons ou des terrasses. C'est important aussi pour cette qualité de vie. Merci Daniel. Est-ce que vous voulez compléter sur cette question de typologie alors vous avez parlé des maisons, des extérieurs, je crois, Séverine. Oui. Nous, on a identifié effectivement 2 critères. Après la fibre, dont je parlais tout à l'heure, il y a un autre élément qui est venu s'ajouter, c'est une pièce en plus pour pouvoir s'isoler. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, alors après, on ne précise pas la superficie, hein, c'est une pièce où on peut mettre un bureau pour télétravailler et pouvoir s'isoler du bruit. Donc ça, c'est les 2 éléments qui sont revenus et qui sont remontés des différents sondages qu'on a réalisés au fil des confinements. Mais c'est celui-ci, la fibre et la pièce en plus, ce sont les 2 qui ont émergé très vite, voilà, de la part des personnes qui ont répondu aux enquêtes. Merci. J'ai une question de Pascal Gruzel pour les régions de France, hein, qui pose une question à Denis Pilato sur ce phénomène d'exode urbain. Quel impact en termes de politique d'aménagement du territoire, et notamment quelles sont les demandes ou attentes spécifiques de ces néo-ruraux en termes de, j'imagine, de services ou d'amélioration ou d'aménagement du territoire sur lequel ils s'installent? Je pense que la demande numéro 1, et Séverine Amat vient d'en parler, c'est la connexion, hein. C'est clairement le point central. Il n'y a pas de néo-ruralité s'il n'y a pas une connexion forte. Et après, effectivement, c'est tout le mouvement consistant à avoir des écoles, des commerces, etc. Il y a un plan en ce moment qui s'appelle 1000 cafés, par exemple, qui consiste à ouvrir des cafés dans 1000 villages. Alors, c'est pas vraiment des cafés, c'est cafés, épiceries, postes, banques, enfin, c'est tous les services possibles. Donc voilà, c'est redynamiser en fait l'offre commerciale sur place. Mais encore une fois, il y a aussi la bascule avec les métropoles. Et la question des infrastructures est posée. Beaucoup de néo-ruraux nous disent moi, je me mets à 1 heure de Paris, par exemple, en train, en TGV. Et notamment, je ne sais pas si vous avez vu, mais la SNCF vient de lancer un abonnement spécifique télétravail, c'est-à-dire un abonnement pour des gens qui vont prendre le train 2 fois par semaine, mais régulièrement, en fait. Donc, il commence à y avoir des réponses à ce niveau-là. Et je terminerai juste à un point d'aménagement, parce que c'est quand même un petit sujet de débat entre les néo-ruraux et les locaux. C'est que les locaux, souvent les néo-ruraux viennent à la campagne pour ne pas avoir la ville. Or, les locaux, eux, souhaitent que leur village se développe. Ça pose la question des fermes de 1000 vaches, des éoliennes, des lotissements, etc. Et en fait, on croit que ce sont les néo-ruraux qui protestent contre le fameux coq Maurice, mais pas du tout, parce qu'eux, ils sont venus là pour ça. Donc, attention à ne pas surinvestir dans l'équipement local. Merci Denis pour ces précisions. Alors, une question de Madame Payet qui demande, je pense que ça a trait aux statistiques présentées par Monsieur Prost. S'agit-il uniquement des acquisitions en résidence principale qui ont été évoquées? Oui. Même si, alors sur la tendance sur les maisons, c'est aussi pour ça qu'on a choisi ça, c'est qu'on pouvait aussi extrapoler sur de la résidence secondaire. Mais effectivement, pour nous, dans nos bases, c'est avant tout de la résidence principale. Ok, merci pour cette réponse. Une question de Frédéric Violo, et qui est une bonne question de réflexion et de sociologie et de psychologie. Est-ce que la question, c'est exode urbain ou finalement repli sur soi? Voilà, c'est tout un programme, c'est une question très intéressante. Est-ce qu'il y en a un qui souhaite parmi vous se lancer sur le sujet? Je pense pas qu'on ait je suis pas sûr qu'on ait de réponse à cette question, parce qu'elle est fondamentale en ce moment. Elle est étudiée par tous les sociologues, Jean Viard notamment, qui travaille beaucoup sur le sujet. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette bascule de l'époque? Est-ce qu'il y a une perte de confiance? Est-ce qu'on veut se replier sur des valeurs familiales, etc. Pourquoi les jeunes n'ont plus envie d'aller travailler chez Danone, L'Oréal, etc. Voilà, c'est vrai que ces questions-là sont posées. C'est vrai qu'on est dans une époque aussi où il y a des menaces, des crises, la crise sanitaire, la crise écologique, etc., et une perte de confiance et le sentiment, d'une certaine façon, qu'il va falloir se débrouiller un peu tout seul. Après, si la néo-ruralité se construit sur un repli sur soi ou sur une forme de solitude, même si quand on est à la campagne, il ne faut pas s'ennuyer en sa propre compagnie, hein, sinon c'est compliqué. Mais si ce mouvement se construit là-dessus, ce n'est pas des bases très saines, c'est certain.
Ok, merci Denis pour cet élément. Dernière question à vous relayer, question de Cécile Cachan sur bonjour, par quel vecteur faire valoir nos territoires auprès des candidats au départ? C'est un point qui avait été un peu abordé, enfin, pas qu'un peu d'ailleurs, en tout cas au nom de Dijon par Daniel, mais est-ce qu'il y a des compléments qui peuvent être apportés soit par Daniel, soit par d'autres? Comment on met en avant son territoire pour attirer ces candidats? Écoutez, je pense, pardon, en participant peut-être aussi à des webinaires comme vous l'avez organisé pour faire connaître mieux sa région. Et puis effectivement, nous le faisons à travers les salons, comme je vous l'ai dit, et les filières. Mais voilà, pourquoi pas Ok, est-ce que d'autres J'allais dire, mais c'est juste une boutade. Vous pouvez aussi prendre de la pub dans le magazine Néo Ruraux et vous pourrez faire connaître vos régions. Et suivre le Tour de France. Suivre le Tour de France en ce moment. Mais merci en tout cas. Et puis on a vu quand même, si peut-être un élément de réponse qui a été apporté par Monsieur Prost quand il a parlé finalement des statistiques tirées je dirais du programme Action Cœur de Ville. C'est quand même un bon élément de réponse, c'est-à-dire que ce programme qui permet finalement de revisiter notamment les centres-villes au travers à la fois du logement, du commerce, des animations, enfin tout ce qui fait finalement la vie des centres-villes ou centres-bourgs, on montre, ce programme montre qu'il y a effectivement une efficacité. Cette question de l'attractivité des centres-villes est un élément majeur pour faire revenir les habitants en centre-ville et dans ces villes moyennes qui sont concernées par le programme Action Cœur de Ville. Je pense que c'est aussi un élément de réponse qu'on peut apporter. Alors, on a normalement traité toutes les questions qui nous ont été transmises. Merci à tous ceux qui ont posé ces questions et merci aux intervenants d'avoir répondu, d'avoir apporté des compléments. Moi, j'ai envie à vous quatre de vous poser finalement une question, puisque c'est la question qu'on s'est posée en programmant ce webinaire. Exode urbain, mythe ou réalité? Est-ce que chacun d'entre vous peut répondre finalement en quelques mots à cette question? Daniel. Écoutez, je pense que c'est une réalité très modérée. Il n'y a pas d'arrivée massive. Il y a un mouvement qui est entamé. Moi, c'est ce que je dirais. Et je voudrais dire aussi, puisque vous avez compris que j'ai mon territoire au cœur voilà, au cœur de ma démarche, que le terme métropole ne doit pas faire peur pour les métropoles intermédiaires et que la plus petite commune de notre métropole, c'est Flavignerot et c'est 196 habitants. Voilà, merci. Merci Daniel. Denis. Pour moi, c'est une réalité, effectivement, mais qui véhicule un certain nombre de mythes, et deux mythes notamment, le mythe de la ruralité pure, puisqu'il y a autant de ruralité que de gens qui partent. Ça peut être dans des petites villes, ça peut être des villes moyennes, ça peut être des campagnes et tout. Et puis le deuxième mythe que cela véhicule, c'est le mythe d'une rupture complète avec les grandes villes. C'est pas ça, c'est un nouveau continuum où la grande ville, la métropole, continue à s'inscrire en termes notamment professionnels et culturels. Séverine? Alors, nous, on le voit sur le site Se Loger, il y a un espèce de mouvement de recherche qui se délocalise parce que déjà, il y a une réalité économique, c'est-à-dire que pour revenir à Paris, tout le monde ne peut pas s'offrir Paris, ça c'est une réalité. Mais c'est aussi la réalité dans les grosses villes de France parce que les prix atteignent des dimensions qui sont stratosphériques. Donc, il y a de fait un report et une attention particulière sur ces villes moyennes qui apparaissent comme de nouveaux Eldorado en fait, et des possibilités pour les ménages d'investir dans des superficies qui sont un peu plus cohérentes avec les besoins de vie. La ville de Dijon le retranscrit parfaitement. Il y a une évolution de prix de plus de 9 points, je crois, disait François, mais c'est un élément de rattrapage qui reste en soi un élément de prix qui reste raisonnable par rapport à ce que l'on peut vivre et le plafond de verre des prix parisiens. Voilà. Donc, il y a une réalité de se délocaliser qui est aussi une réalité de fait parce que les gens ne peuvent pas se loger dans les grandes villes, ça c'est un fait. Et il y a aussi donc l'émergence de toutes ces petites villes qui aujourd'hui, hier, n'étaient pas forcément connues et qui le sont de plus en plus et qui ont tout à fait et tout intérêt à l'être demain.
parce qu'elle propose effectivement une attractivité qui est satisfaisante, des transports, enfin bref, tous les outils et toutes les spécificités qu'attendent aujourd'hui les ménages français. Et François? Alors plutôt réalité, même si je ne partage toujours pas ce mot d'exode, mais il y a une réalité statistique déjà, et je veux dire, elle est factuelle. C'est que effectivement, on constate des mouvements. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pérenne? Est-ce que on n'est pas plutôt dans un épiphénomène, en tout cas post-crise, ou voilà, avec aussi des moyens qui sont là, des taux qui sont extrêmement bas, qui permettent d'acheter tout de suite, de concrétiser des projets qui existaient certainement avant. Voilà, est-ce que ça n'a pas permis aux gens de passer le pas? Voilà, la question c'est plutôt est-ce que dans le temps ça va perdurer? Je ne suis pas persuadé, même si j'ai pas la réponse. Voilà, et je crois aussi que les villes qui fonctionnent et qui attirent restent des villes qui sont connectées, et notamment aux grandes villes. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre et d'avoir répondu à cette question qui n'est pas évidente. On voit bien qu'il y a effectivement un mouvement, mais on ne peut pas parler d'exode urbain qui serait un terme, je pense, un peu excessif par rapport à la réalité, mais il y a un vrai phénomène finalement de rééquilibrage en quelque sorte. Et j'avais cité au début le livre Paris et le désert français. Je pense que la réalité que nous vivons, c'est qu'il n'y a pas un désert à côté de Paris. Il y a de la dynamique qui concernait, c'est vrai, souvent les grands pôles urbains, mais qui sont ces dynamiques en train de gagner les villes moyennes, les petites villes, les territoires ruraux également. Je pense que c'est un phénomène vraiment positif, cette nouvelle dynamique finalement d'installation sur l'ensemble du territoire, qui rejoint bien la notion que au think tank nous voulons approfondir, c'est-à-dire la notion d'un territoire qui joue sur des espaces différents, qui sont complémentaires et qui permettent de répondre aussi à des aspirations différentes. Et finalement, on l'a bien illustré aujourd'hui. Je voulais encore une fois vous remercier tous les quatre pour ces interventions très riches. Remercier à nouveau le groupe Monacier pour avoir mis à disposition cette plateforme. Et puis, vous dire que vous retrouverez très prochainement, à la fois sur les réseaux sociaux et sur le site du think tank, les vidéos individuelles. Vous pourrez donc prendre le temps de redécouvrir les interventions, la vidéo complète. Et bien sûr, sur le site, normalement, d'ici fin août, les actes complets. Vous retrouverez tous les éléments qui ont été abordés aujourd'hui. Merci encore à tous. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Et puis à très bientôt. On aura un grand colloque sur la transition énergétique dans les territoires, justement, en décembre, organisé par le think tank. Et on espère vous retrouver nombreux. Et ça sera en présentiel cette fois-ci. Merci. Bel été à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.